Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je vais revenir une énième fois sur un sujet déjà éculé et pourtant toujours important, la réputation des vendeurs et des commerciaux. Et on va repartir du même constat, mais on va essayer d'aborder d'une façon totalement différente aujourd'hui. Oui, les vendeurs ont mauvaise réputation. Oui, les vendeurs traînent derrière eux des casseroles de mauvaise réputation, de mauvaise notoriété, et on est tous en train de se demander ce qu'on peut y faire. Et on a déjà travaillé ce sujet dans d'autres épisodes, mais cette fois-ci, je voudrais aussi qu'on s'attribue nous-mêmes notre propre part de responsabilité. Parce que soyons honnêtes, on a aussi une part forte de responsabilité dans cette réputation. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains de nos comportements ne sont pas très clean vis-à-vis du client. Je dirais même qu'on a une tendance, sans le faire exprès, une tendance machinale, à violenter nos clients bien au-delà de ce qui est nécessaire. Et évidemment, quand les clients nous observent et qu'ils sont eux-mêmes déjà dans une logique de faire face à un vendeur, ils sont évidemment pleins d'a priori, sans se rendre compte, avec la meilleure volonté du monde, nous avons tendance à renforcer ces a priori à travers certains comportements que le client interprète mal. En peu de choses, on peut résumer ceci en 5 points. On a tendance à donner l'impression à nos clients qu'on les espionne, qu'on les ignore, parfois même qu'on les culpabilise, voire même qu'on les humilie, et souvent d'ailleurs, après coup, on les abandonne. Je voudrais qu'on revienne sur ces 5 points parce qu'on peut y faire quelque chose. Quand je dis que les clients ont l'impression qu'on les espionne, eh bien, combien de fois, lorsque j'accompagne des commerciaux en rendez-vous, je ne vois pas le commercial démarrer son entretien par le fait qu'il révèle directement à l'entreprise tout ce qu'ils ont pu voir sur leur site internet, sur le site de l'entreprise, sur son bilan, voire même sur l'identité de ses décisionnaires. Et parfois, ça devient un peu glauque quand quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam commence à vous donner l'impression qu'il a fouillé votre vie privée, qu'il connaît vos amis et les amis de vos amis, qu'il sait où vous êtes partis en vacances et qu'il se permet de rebondir directement dessus en tout début d'entretien. C'est évidemment très malvenu. Ça donne un sentiment absolument paniquant et terrifiant pour le client qui a l'impression d'être l'objet d'une dissection, alors que ce n'est absolument pas le cas. Le commercial, pour le coup, essaie juste de construire de la confiance, mais ça tombe effectivement très mal, et ça dénote d'une très mauvaise préparation du vendeur. Quand un vendeur veut bien se préparer à une vente, surtout en B2C, je lui recommande non pas tant de s'intéresser aux personnes et aux éléments, aux détails personnels des individus qu'il va rencontrer, mais plutôt au contexte global de l'entreprise qu'il va aborder et certainement à son marché. Et ne pas l'aborder en disant « je sais déjà que », mais plutôt « informez-moi sur, j'ai quelques éléments de compréhension de votre secteur, votre métier, mais racontez-moi aujourd'hui comment vous les prenez pour ». Et en posant des questions pertinentes, vous allez démontrer une préparation bien plus forte qu'en révélant plein d'éléments que vous auriez pu trouver sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'entreprise qui vont démontrer que vous avez bien fait votre devoir, mais qui vont surtout indisposer les clients. On arrête aussi de les ignorer. Trop souvent, les commerciaux donnent l'impression d'ignorer leurs clients. Pourquoi? Parce que d'abord, leurs questions sont purement transactionnelles et qu'elles visent uniquement à faire dire aux clients les mots-clés qui vont pouvoir déclencher la proposition de valeur du commercial. Mais souvent aussi parce que le commercial lui-même est absorbé dans la suite de sa vente. Il a posé des questions et pendant que le client répond, le commercial est lui-même en train de réfléchir à ses propres arguments à venir et donc son écoute est mauvaise, voire même il est en train de préparer sa démonstration. J'ai déjà vu des commerciaux prétendre écouter un client tout en branchant leur PC, s'assurant que leur présentation PowerPoint était bonne. Et j'ai vu ça il y a déjà 10-15 ans, où là, il ne s'agissait pas de présentation PowerPoint, mais simplement de savoir si la brochure était bien ouverte à la bonne page. Tout ça vous coupe de la relation client et ne donne pas l'impression au client que vous êtes réellement attentif à ce qu'il a à vous dire. Or, c'est une partie super importante de l'entretien, parce que le client a envie de voir que vous vous intéressez réellement à lui, et il ne peut pas avoir cette impression si vous êtes en train de préparer déjà quelque chose d'autre, ou s'il a l'impression que vous êtes en train de trifouiller à la recherche de quelque chose dont vous allez vous servir par la suite. Donc, faites d'abord le point sur les questions les plus pertinentes que vous pouvez lui poser et de grâce, arrivez déjà préparé pour la suite, à savoir que vous devriez pouvoir écouter un client, votre laptop fermé, vos oreilles grandes ouvertes, éventuellement un carnet de notes en main, mais quelque chose qui lui donne vraiment la sensation que ce qu'il dit est important pour vous, compte pour vous et que vous allez en tenir compte. Troisième élément, on les culpabilise. Et ça, c'est terrible. C'est une tentation très forte pour un commercial d'arriver à appuyer sur les côtés négatifs de ce que le client a pu faire avant son arrivée. Notamment lorsque le client travaille déjà avec un concurrent, par exemple, ou lorsqu'il a mis en place une solution qui est mal adaptée ou obsolète. Et évidemment, c'est une brèche dans laquelle les commerciaux s'engouffrent en disant « voilà, vous êtes assis sur des mauvaises solutions, voilà, vous avez fait de mauvais choix ». Et c'est dramatique parce que personne n'aime être confronté à des erreurs. Je
dis traditionnellement, l'opération née dans le caca du client ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à reconnaître des erreurs, surtout si à l'époque, quand il les a fait, ce n'était pas des erreurs. Et donc, il est beaucoup plus adroit d'arriver à changer votre discours. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il travaille déjà avec un concurrent, vous pouvez commencer par dire « Tiens, j'ai déjà entendu souvent citer cette entreprise, ils ont assez bonne réputation, comment ça se passe avec eux ?» Simplement là-dessus, laissez faire votre client. Si des insatisfactions sont présentes, il vous le dira lui-même. De même, si demain vous débarquez dans une entreprise qui a installé un système d'exploitation vétuste, ne commencez pas par lui dire « Oh mon Dieu, quelle vieillerie !» Mais dites plutôt, lorsque vous avez fait ce choix, c'était le choix le plus judicieux à l'époque. Il se fait que beaucoup de temps est passé depuis et qu'il y a des choses meilleures qui sont sorties sur le marché. Mais ne culpabilisez pas vos clients, travaillez avec eux à leur intention positive. Quand ils ont mis en place les solutions, quand ils ont acheté ce qu'ils avaient déjà acheté, ils avaient l'intention de bien faire. Ça, c'est stopper la culpabilisation des clients. Même chose sur l'humiliation. L'humiliation, elle a lieu quand vous avez l'impression que vous êtes tout petit par rapport à quelqu'un qui est extrêmement sachant. Et on sait que les commerciaux, souvent aussi par bonne volonté, veulent montrer qu'ils ont de l'expertise, veulent montrer leur valeur ajoutée et vont partir dans des démonstrations tonitruantes, pleines de jargon, pleines d'arguments qui vont montrer le bien fondé de leur proposition. On sent très bien qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont tous les éléments pour aider leurs clients et qu'eux savent ce que le client ne sait pas. Le gros problème, c'est que ça crée de nouveau énormément de distance avec votre client. Et votre client va peut-être vous trouver très fort en la matière, mais il ne va pas forcément se sentir concerné. Ou pire, il va se sentir tellement mal équipé pour juger la valeur de votre proposition qu'il va sans doute par la suite vous demander à réfléchir et ne pas revenir vers vous parce que quelque part, une part de lui se sera senti un peu humilié. Comment changer ça ? Adressez-vous à lui en utilisant son propre vocabulaire, en utilisant des exemples de son secteur, de son métier, avec des références qu'il connaît. Soyez bon pour mettre en avant non pas les propriétés de vos produits ou de vos services, mais la valeur qu'ils apportent, les bénéfices qu'ils apportent et parler leur langue plutôt que d'essayer de parler la vôtre. N'oubliez pas, ils ne veulent pas acheter votre solution, ils veulent acheter la leur, celle qui leur appartiendra, celle avec laquelle ils pourront être familiers. Et en passer l'humiliation, de grâce, cessons de les abandonner. Parce que trop contents d'avoir réussi à signer un deal, trop contents d'avoir réussi à enfin conclure une affaire, nous avons une tendance machinale à nous dire le boulot est fait et de rentrer chez nous et de faire de la gestion de dossier. Alors que le client, lui, comme je l'ai déjà dit précédemment, il est dans un blues post-achat. Il n'a pas encore le résultat voulu, mais il s'est déjà engagé. Surprenez-le en l'appelant et en le félicitant sur son choix. Surprenez-le en l'accompagnant jusqu'au résultat qu'il a souhaité obtenir en vous faisant confiance. Surprenez-le en l'appelant après pour savoir si ça lui convient toujours, pour savoir si votre solution lui convient et continue à lui prodiguer tous les bénéfices que vous avez promis. Ne le lâchez pas. La vente, c'est le début d'une histoire d'amour, pas sa conclusion. Le but du jeu pour un vendeur, c'est pas capitaliser sur des ventes, mais bien capitaliser sur des relations à moyen et à long terme qui vont devenir extrêmement fructueuses par la suite. Tout dépend de la façon dans laquelle vous les faites fructifier et dans laquelle vous les gérez après la vente. Placez ça comme priorité, cessez d'abandonner vos clients. En définitive, ce que je vous exhorte à faire, c'est de traiter vos clients comme vous auriez aimé être traité vous-même. Et si vous n'avez pas assez d'estime pour vous-même, alors traitez vos clients comme vous aimeriez que la personne que vous aimez le plus au monde soit traitée. Mais de grâce, cessons de les violenter. Ce sera aussi une excellente contribution que nous pourrons faire à la réputation des vendeurs à l'avenir. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.